Mon père avait 32 ans en octobre 70. En fait, j'y songe seulement aujourd'hui. Il a eu 33 ans le 18 octobre de cette année-là, le jour de la mort de Pierre Laporte, donc. Lors d'un passage récent aux enfants de la télé, l'équipe de l'émission m'a fait toute une surprise en diffusant une séquence d'un reportage sur le théâtre de l'Estoc, fondé par mon père et quelques bons amis à Québec en 1957. Est-ce que c'est difficile pour un théâtre comme l'Estoc, avec une troupe permanente, de survivre à Québec? Oui, c'est très difficile. D'abord parce que la salle à l'Estoc est petite, mais enfin pour s'en tenir à un contexte plus général, je pense que c'est difficile parce que les gens n'ont pas encore l'habitude de venir au théâtre très souvent. Dans l'extrait, André Ricard, la mi-vingtaine, ressemble à Robert Bourassa. Veston noir, chemise blanche, lunettes à forte monture sombre caractéristique de cette époque. La comparaison qui me fait rire ne l'a pas enchanté. Elle s'arrête là, d'ailleurs. Sa voix les distingue nettement. J'aime la voix humaine. C'est sans doute une des raisons pour lesquelles j'adore le théâtre et la politique. La voix humaine est au cœur de ces deux grandes passions des hommes, souvent liées d'ailleurs, l'une intéressant l'autre, les deux s'entre-éclairant. Leurs origines semblent liées, dans l'histoire occidentale, à tout le moins. J'aime à penser que le théâtre grec, si fondamental, doit sa perfection à une conception absolument révolutionnaire de la politique. La démocratie vient-elle du théâtre, ou est-ce le théâtre qui a mené graduellement la pensée athénienne vers le miracle démocratique? Chose certaine, le théâtre, le lieu physique de la représentation, se tient littéralement au cœur de la cité. En visitant l'Acropole, la chose frappe d'évidence. Le choix du site et l'architecture du théâtre expriment éloquemment cette volonté de faire de la représentation et de la vie politique des réalités qui se répondent et se relancent l'une l'autre comme des vases communicants pour l'édification d'une morale commune. Nous sommes 6 femmes enfermées dans une enfilade d'autant de cellules qui tracent la ligne du bas d'un bloc qui a la forme de la lettre L. La ligne du haut se compose également de 6 cellules. Nous sommes 6 femmes à nous raconter cette histoire, chacune selon ses propres souvenirs. Dans ce lieu, si au 4e étage de Parthenay, habituellement réservé aux femmes soupçonnées d'un délit de droit commun ou prises en train de le commettre, et détenues là pendant quelques heures ou quelques jours jusqu'à leur comparution devant un juge, plus encore que les circonstances de notre arrestation et les conditions exceptionnelles de notre détention, nos conversations nous constituent prisonnières politiques. Elles nous apprennent également à nous connaître, au-delà des noms et des voix, au-delà des événements de nos vies personnelles, dont nous nous faisons parfois confidence. Je n'ai jamais vu mes compagnes, car nous sommes enfermés jour et nuit, 24 heures sur 24, sauf pour aller aux interrogatoires. Celles qui y sont convoquées sont amenées une par une. Je ne connais pas leur visage, mais grâce à la rangée de barreaux qui, face à celle des portes, forme le 4e mur de nos cellules, je peux les entendre. À leur rire, à l'expression de leurs idées et de leurs émotions, je les imagine toutes très belles. Elles vibrent d'une telle ardeur, même quand elles reviennent abattues d'un interrogatoire qui souvent a duré plus d'1 heure. En réponse à la question de la journaliste,
Est-ce difficile pour un théâtre comme l'Estoc, avec une troupe permanente, de survivre à Québec? Mon père répond par l'affirmative et ajoute que cela s'explique principalement par le fait que les gens n'ont pas encore l'habitude de venir souvent au théâtre. L'habitude d'aller au théâtre, comme celle de prendre une part active aux enjeux politiques de la cité au milieu des années 60, n'est pas encore prise, loin de là. Mais le désir, lui, est indéniablement présent chez un nombre impressionnant de personnes. Le poète Gaston Miron a peut-être le mieux exprimé cette volonté de faire coïncider politique et poétique. « Toute ma vie, écrit-il, j'ai cherché à être non pas acteur ni spectateur de ma vie, mais le lieu même de la tragédie. » Je me souviens. Je m'en souviens. Je me souviens de la marche du 25 décembre autour de la prison de la rue Follum. Je me souviens des mesures de guerre. Il y avait incarcéré injustement des gens qui avaient rien fait. Mes parents m'en parlaient pas. C'était Noël 1970. Mais je me souviens qu'on entendait constamment les hélicoptères. Je me souviens que 3 de mes amis, Je me souviens de rien. filles de ministres fédéraux et de députés, étaient bouleversées que leur père appuie des mesures de guerre. Je me souviens des boîtes aux lettres qui explosaient, des enlèvements. Un de mes oncles était arrêté régulièrement Oui, je me souviens. à cause de sa ressemblance avec un des membres du FLQ. Je me souviens de tout. Pourquoi endurer de longs rhumes quand vous pouvez réduire vos malaises avec le vaporisateur? Et voici un bulletin spécial d'information. C'est maintenant confirmé, le cadavre qui a été découvert derrière la voiture de marque Chevrolet à Saint-Hubert, dans le coffre arrière. Donc on vient d'annoncer que c'est le cadavre de M. Pierre Laporte, qui était ministre maintenant dans le gouvernement Bourassa, qui a été enlevé samedi dernier, donc maintenant un peu plus d'une semaine, à 6h18 à son domicile de la rue Robitaille à Saint-Lambert. Avant d'être réduite à la tragique mort de Pierre Laporte, la tragédie d'octobre est une suite de jours mythiques, 11 jours solaires au cœur de l'été des Indiens, où le Québec s'est représenté à lui-même de façon tout à fait inédite. 11 journées où une conception étroite du politique, qui consiste à simplement administrer une province, a cédé le pas à une vision autrement plus large, plus profonde et plus féconde. Le passage au second plan de la grève des médecins spécialistes, qui jusque-là prenait toute la place, le démontre fort bien. Mais un peuple qui cherche à se représenter lui-même manifeste pour certains un nombrilisme débile et dangereux, annonce une volonté malsaine qui peut entraîner les pires dérives dont le 20e siècle est riche en exemples. C'est, bien avant qu'il devienne premier ministre du Canada, l'opinion catégorique, non négociable, du narcisse par excellence, Pierre Elliott Trudeau. Au cœur de sa Cité libre, revue politique et sociale fondée en 1950 par Gérard Pelletier, incapable de contenir la dangereuse hubris de son camarade, Trudeau, fervent amateur de John Stuart Mills et de la tradition libérale anglaise, édifie une thèse qui ne cessera de faire des petits. Le nationalisme québécois, comme à peu près tous les nationalismes, serait non pas l'expression d'un désir positif d'émancipation, mais la pulsion morbide d'un peuple incapable de s'imaginer politiquement en dehors de sa paroisse. À peine sorti de la grande noirceur cléricale et duplessiste, alors que s'ouvre devant lui l'horizon ensoleillé de la démocratie canadienne, le peuple québécois, fourvoyé par ses élites arriérées et parvenues, retrouve dans le nationalisme une nouvelle chapelle, un lieu où célébrer encore et toujours le culte du Père supérieur. Cette figure tutélaire ne porte plus la soutane, elle s'incarne maintenant dans l'homme politique tout-puissant et son parti unique,
qui tirent tous deux leur pouvoir d'un peuple inculte et effrayé, le peuple québécois, que Trudeau qualifie de tribu qui vient du fond du bois. Ce culte nationaliste annoncerait, selon lui, son corollaire, le fascisme. Dans Les séparatistes des contre-révolutionnaires, pamphlet publié la veille de son entrée en politique fédérale en 1964 et réédité en 1967 à l'aube de son accession à la tête du Parti libéral du Canada, Trudeau établit avec un culot inouï l'équation séparatisme-fascisme qui, selon lui, serait le fond de l'affaire au Québec. Lorsqu'on y regarde bien et qu'on ne se laisse pas tromper par les effets de toge socialistes et marxistes-léninistes des intellectuels canadiens-français, le devenir révolutionnaire des années 60 cache un chauvinisme qu'il faut traquer et matraquer intellectuellement. Les dictateurs, hier, s'appelaient Hitler et Mussolini. Il y en eut d'autres qui s'appelèrent Staline, Franco et Salazar. Il est indéniable qu'ils prétendaient tous servir la destinée de leurs collectivités nationales respectives. 3 d'entre eux se sont d'ailleurs désignés comme socialistes. Mais qui songerait à caractériser l'ensemble de leur œuvre comme révolutionnaire? Ils ont chambardé un grand nombre d'institutions, ils ont même ouvert la voie à certains progrès matériels, mais ils ont aboli la liberté de la personne ou l'ont empêché de s'épanouir. C'est pour cela que l'histoire les classe comme contre-révolutionnaires. Traitant ses adversaires de Torquemada et de Goebbels, le cité-libriste Trudeau aura tôt fait de vérifier la validité de ce qui est aujourd'hui devenu une loi, de Godwin's Law, qui fait que celui ou celle qui discrédite les idées de l'autre en les désignant comme fascistes décrédibilise de facto son propre discours. Pour le dire comme Mike Godwin au sujet de sa loi, « I wanted folks who glibly compared someone else to Hitler to think a bit harder about the Holocaust. » La diabolisation de la nation et du nationalisme fonde la pensée politique de Trudeau. Il n'a pas de mots assez durs pour détruire ceux qui s'en revendiquent. Le mépris qu'il affiche à leur endroit s'exprime en fin de compte par un refus de débattre. Ils ont tort, j'ai raison, et voici pourquoi. C'est peut-être ce qui, déjà, singularise le plus cet homme au début des années 60. Mais le vrai problème de Trudeau, c'est son ambition. Car il porte un projet qu'il formule ainsi à la fin d'un autre pamphlet célèbre, La nouvelle trahison des clercs. Il faut divorcer, écrit-il, les concepts d'État et de nation et faire du Canada une société vraiment pluraliste et polyethnique. Faire du Canada un État post-national, polyethnique, c'est-à-dire un pays où la liberté individuelle, seule et enfin dégagée du morbide sentiment d'appartenance à l'ethnie, la nation, pourra s'épanouir à l'extérieur du wigwam où les apprentis sorciers nationalistes ne cessent de vouloir enfermer l'homme et l'avenir de la civilisation. Les apprentis sorciers sont nombreux dans les années 60 au Québec. Ils ont même un parti politique et un chef charismatique, en la figure de René Lévesque. J'ai toujours eu envie d'enfoncer mes doigts dans les yeux fous du détraqué d'Ottawa jusqu'à les crever. Je hais cet homme qui voudrait que nous nous fassions aussi petits qu'il voit dans sa logique de cuistre, qui confond pensée et sophisme. En apprenant, au moment de mon arrestation, qu'il avait décrété l'application de la loi des mesures de guerre du Canada contre le peuple québécois, allant aussi loin que son pouvoir le lui permet dans sa volonté maladive de nous détruire, j'ai eu envie de le tuer. Je n'ai rien d'autre à vous avouer, messieurs. Vous pouvez aller le dire tout à faire cessante au général qui commande l'armée, au policier en chef qui gère la crise, au conseiller du Premier ministre, au Premier ministre lui-même, à tous les votants qui, peut-être, croient encore à la démocratie canadienne. Je pense ainsi,
en marchant vers la salle d'interrogatoire, encadrée par 3 policiers. Je leur dis toutefois, à leur visible embarras, combien je suis heureuse qu'ils soient enfin venus me chercher. En vérité, je me sens allègre, si contente d'être sortie de la cellule où on me tient confinée depuis 11 jours. Incommunicado selon l'expression consacrée, où je peux à peine faire 2 pas dans un sens et 6 dans l'autre. Il flottait dans son pantalon, de là lui venait son surnom, Bozo les culottes. Il y avait qu'une 5e année, il savait à peine compter, Bozo les culottes. Comme il baragouinait l'anglais, comme gardien de nuit il travaillait, Bozo les culottes. Même s'il était un peu dingue, il avait compris qu'il faut être bilingue, Bozo les culottes. Un jour quelqu'un lui avait dit qu'on l'exploitait dans son pays, Bozo les culottes. Les Anglais avaient les bonnes places et qu'ils lui riaient en pleine face, Bozo les culottes. Il n'a pas cherché à connaître le vrai fond de toute cette affaire, Bozo les culottes. C'est son élite, c'est son clergé, depuis toujours l'avait trompé, Bozo les culottes. Il a volé de la dynamite, puis dans un quartier plein d'hypocrites, Bozo les culottes. Il a fait sauter un monument à la mémoire des conquérants, Bozo les culottes. Tout le pays s'est réveillé, et puis la police l'a pogné, Bozo les culottes. On l'a vite entré en dedans, on l'a oublié depuis ce temps, Bozo les culottes. Mais depuis que tu t'es fâché, dans le pays ça a bien changé, Bozo les culottes. Nos politiciens à gogo font les braves, font les pharaons, Bozo les culottes. Ils réclament enfin tes droits, et puis les autres refusent pas, Bozo les culottes. De peur qu'il y en ait d'autres comme toi, qu'elle a goût de recommencer, Bozo les culottes. Quand tu sortiras de prison, personne voudra savoir ton nom, Bozo les culottes. Quand on est de la race des pionniers, on est fait pour être oublié, Bozo les culottes. Bozo les culottes.